Les mitochondries sont les graines de la vie. Ton corps contient 10% en poids de mitochondries. Donc c'est des milliards de milliards. Quand tu as 100 000 milliards de cellules, chaque cellule contient entre 1000 et 3000 mitochondries, donc ça fait une quantité de mitochondries de ouf. Il y a une communication permanente entre le microbiote et le mitobiote. Et lorsqu'on a un microbiote optimal, il y a une symphonie bénéfique, bienveillante. C'est vraiment, pour moi, le début d'une nouvelle histoire de la médecine. La médecine mitochondriale sera la mère de toute médecine. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Bonjour professeur Vincenzo Castronovo. Bonjour Nicolas, tu vas bien ? Ça va, très bien. Depuis la dernière fois. Voilà, depuis la dernière fois, donc très heureux de vous revoir sur le podcast. Avec le premier épisode qui avait beaucoup plu. Beaucoup de très chouettes retours. On avait parlé un petit peu de votre parcours, de la médecine fonctionnelle intégrative, de biologie fonctionnelle. Mais aujourd'hui, on se voit pour parler du coup de votre livre sur les mitochondries. Absolument. Mon premier livre, dont je ne suis pas peu fier d'ailleurs, parce que je pense que c'est vraiment, pour moi, le début d'une nouvelle histoire de la médecine qui est basée sur le fait qu'aujourd'hui, on a accumulé énormément de données scientifiques qui me permettent de dire que la médecine mitochondriale sera la mère de toute médecine. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la discipline, que ce soit en prévention, que ce soit en longévité, que ce soit en oncologie, en psychiatrie, on ne pourra pas échapper à la prise en charge de la mitochondrie, ou plus particulièrement, j'en parlerai le plus souvent, du parc mitochondrial ou du mitobiote. Okay. Le mitobiote qui est un mot probablement plus glamour et plus facile à retenir que mitochondrie, parce que quand vous parlez de mitochondrie à quelqu'un, il se demande si c'est un ovni qui est arrivé, c'est une nouvelle. Donc, alors que le microbiote, tout le monde aujourd'hui sait de quoi on parle. Ça commence, ouais. Même si la plupart des gens ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Mais le mot, on sait que c'est la flore intestinale, on sait que c'est important. Il y en a qui pensent que le microbiote, c'est le deuxième cerveau. C'est tout à fait faux. Le deuxième cerveau, c'est dans la parole intestin. Mais donc le mitobiote, à mon avis, on va en parler dans 10-15 ans comme quelque chose d'extrêmement important et d'incontournable. On va déconstruire un petit peu tout ça ensemble. Donc, le livre s'appelle Mitochondries, source d'énergie, de santé et de longévité. Longévité, justement, qui est un terme dont on parle beaucoup aujourd'hui. Peut-être commencer par vous demander, c'est quoi votre définition de la longévité ? Déjà, je pense que longévité est plus correcte qu'anti-aging. La longévité définit l'espérance de vie maximale d'une espèce. Elle est influencée, bien sûr, par des facteurs génétiques, mais également environnementaux. Normalement, au début du siècle et au début de l'humanité, on estime que la longévité était d'environ 20-30 ans. Alors qu'on sait que l'espérance de vie, il faut faire la différence entre l'espérance de vie et la longévité moyenne. Aujourd'hui, on sait que l'humain pourrait vivre jusqu'à 120-125 ans. Et Jeanne Calment est un exemple qui est souvent cité, cette dame dont on doute parfois éventuellement de l'âge de son décès, puisqu'on a des doutes sur l'âge de naissance. À l'époque où elle est née, on n'avait pas encore de registre de naissance. Donc néanmoins, la longévité, c'est le maximum en temps chronologique de vie que quelqu'un peut espérer avoir. Et cette longévité, je vous l'ai dit, elle se fait avec toute une série de facteurs exogènes et endogènes. Dont, j'imagine, les mitochondries. Dont les mitochondries sont les acteurs principaux. C'est quoi, pour reprendre un petit peu des choses dans l'ordre. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un petit peu de ce que c'est que les mitochondries, d'où ça vient, pourquoi c'est si important. Voilà. On va aussi parler des liens avec l'intestin et le stress, mais peut-être pour que tout le monde puisse un peu avoir une définition de ce terme. Donc, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai essayé d'écrire ce livre sur les mitochondries et de le rendre accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas besoin d'être un médecin ou un professionnel de la santé
pour pouvoir plonger dans ce livre qui est vraiment une histoire, une aventure de la vie en fait sur la planète Terre. Comment la vie s'est développée, comment on est arrivé à une telle diversité et comment aussi nous sommes tellement dépendants du Soleil puisque les mitochondries sont l'émergence d'un processus dépendant du Soleil qui est la photosynthèse. Donc ces mitochondries, figurez-vous, Nicolas, sont des bactéries ancestrales. Des bactéries qui ont inventé un système extraordinaire pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie utilisable, à savoir l'ATP, adénosine triphosphate. Vous devez savoir que l'ATP, adénosine triphosphate, est la monnaie énergétique commune à tous les organismes vivants. Okay? Chaque fois que vous avez une activité vitale, cela va consommer des molécules d'ATP. Et qu'un humain, en moyenne, va consommer 50 kg de cette petite molécule. L'ATP a d'autres rôles également. Elle est le précurseur des acides nucléiques. Vous savez que le code génétique, ce sont 4 nucléotides, adénine, thymine, guanine, cytosine. Eh bien, l'ATP fait partie de ces nucléotides. Et en plus, elle s'est vu confier la mission de véhiculer l'énergie qui va être utilisée dans toutes les étapes de la vie. Okay? 50 kg d'ATP. Donc, l'ATP, en fait, comment est-ce qu'elle libère cette énergie? En étant hydrolysée en ADP plus phosphate inorganique. Et donc, en fait, ces 50 kg d'ATP utilisés, il faut les régénérer en temps réel. Et ce sont les mitochondries qui vont se charger de cela. Alors, l'histoire, elle est fabuleuse, hein, parce que avant que la mitochondrie n'apparaisse, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène sur la planète, environ 2%, même moins peut-être, on ne sait pas, c'est une estimation. Et la plupart des organismes utilisaient comme moyen de produire de l'ATP la glycolyse. C'est-à-dire que le glucose était le carburant initial et la glycolyse fournissait comme bilan net 2 molécules d'ATP par molécule de glucose, ce qui n'est pas beaucoup. Et l'essentiel, donc la glycolyse, va consister à oxyder le glucose en 2 molécules de pyruvate. Donc en fait, le glucose a 6 atomes de carbone, okay, et le pyruvate en a 3. Et en libérant l'énergie qui lie les molécules de carbone qui unissaient les 2 molécules de pyruvate, on récupère 2 molécules d'ATP. D'accord? Tu me suis? Je suis. Voilà, donc, alors, et en fait, il y avait énormément encore d'énergie dans les molécules de pyruvate. Avant que la bactérie qui deviendra la mitochondrie n'apparaisse, il y a un autre événement remarquable qui s'est développé, c'est la photosynthèse. La photosynthèse où des bactéries encore, qu'on appelle les cyanobactéries, ont eu le génie d'apprivoiser l'énergie des photons pour le transformer en énergie chimique potentielle et en matière organique. Okay? Donc la photosynthèse, sa réaction de base, c'est 6 molécules de CO2, gaz carbonique, plus 6 molécules d'eau, okay, plus du soleil, donne C6H12O6, qui est le glucose, plus de l'oxygène, okay, et il a fallu mettre le soleil. Donc on voit que l'énergie du photon se retrouve dans les liaisons chimiques qui unissent les carbones entre eux, en liaison carbone-carbone, carbone-nitrogène, qui forment le glucose. D'accord ? Donc il y a cette énergie chimique potentielle. D'ailleurs, Nicolas, quand tu vas prendre ta voiture, tu as des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont des chaînes hydrogénocarbonées qui gardent dans les liaisons carbone-carbone cette énergie que tu vas libérer en faisant exploser l'essence qui va arriver dans ton cylindre, okay, et tu vas récupérer une partie d'énergie sous forme d'énergie motrice, mais l'essentiel va partir sous forme de chaleur. La rentabilité, elle est maximum de 15%. Donc, attends, je buvais juste un petit coup de café. Donc, la cyanobactérie crée la photosynthèse. L'oxygène est un déchet de la photosynthèse. Un déchet extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que l'oxygène, alors tu as entendu et tout le monde en a parlé le terme de oxydation. Antioxydant, oxydation. Eh bien, l'oxygène est un atome qui est très très avide d'électrons. Okay ? Et en fait, en chimie de base, on parle d'oxydoréduction. Quand une molécule est oxydée, c'est qu'on lui a volé des électrons, ou elle a perdu des électrons. Et une molécule qui a récupéré des électrons, elle est dite réduite. Et en fait, l'ensemble des réactions chimiques dans la biosphère, mais également
probablement dans l'univers, ce sont des réactions d'échange d'électrons, d'oxydoréduction. Le premier chapitre de mon livre explique vraiment le mécanisme de ces échanges d'électrons entre atomes. Et parmi tous les atomes, l'oxygène est un des atomes les plus électrophiles, c'est-à-dire qu'il va arracher les électrons. Cette avidité pour les électrons peut l'amener parfois à prendre des électrons qui sont trop énergétiques. Et dans ce cas, ils vont se transformer non pas en une molécule stable, parce que au début, l'atome cherche à la stabilité, mais comme il est extrêmement passionné d'électrons, extrêmement vide, il se précipite sur des électrons parfois qui ne sont pas à la température idéale et se transforme en agents radicalaires, c'est-à-dire les radicaux libres, qui vont, eux, être des furies pour arracher d'autres électrons extrêmement instables, et ce sont les premiers agents qui vont être responsables de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Okay? Donc, l'oxygène est un problème et l'oxygène est un gaz. Les cyanobactéries ont besoin, comme tu sais, la vie est née dans les océans, donc tout s'est passé dans l'eau. Et donc, pour avoir suffisamment de soleil, les cyanobactéries se sont développées à une certaine profondeur, pas plus bas, parce que sinon, l'énergie du soleil était absorbée par les molécules d'eau. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'oxygène a diffusé vers le haut, okay, et s'est accumulé dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, l'atmosphère contient 20% d'oxygène. Et on parle à cette époque de la photosynthèse, la grande oxygénation, qui va permettre le développement de la vie sur Terre dans sa diversité, complexité et quantité que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vu que l'oxygène était extrêmement agressive et toxique. Pourquoi ? Parce qu'elle peut arracher un électron à haute énergie sans son radical libre. Eh bien, les bactéries qui n'avaient pas besoin de la lumière se sont enfoncées pour survivre. Okay ? Et quand on s'enfonce, la température diminue, la pression augmente, etc. Le métabolisme se ralentit. Et à un moment donné, il y a une bactérie qui a inventé un truc de ouf, qui est de pouvoir apprivoiser les velléités électrophiles de l'oxygène en négociant avec l'oxygène, en disant, écoute, tu vois, quand tu te chopes un électron trop chaud, au lieu d'avoir le nirvana, c'est l'enfer. Moi, je te propose un système, je prends les électrons très chauds, je les refroidis en prenant une partie d'énergie pour moi, et quand ils sont en température, tu les reprends, et là, tu seras tranquille, et en fait, elle va se retransformer en eau. Okay ? Elle invente la respiration cellulaire. Okay. Donc, le génie, c'est d'avoir inventé un système progressif de récupération des électrons qui sont dans les liaisons carbone-carbone dont je viens de te parler à un moment. Okay. Et alors, elles ont une énergie grâce à la respiration cellulaire, par molécule de pyruvate, la bactérie qui vient dans la mitochondrie est capable de récupérer 18 molécules ATP. Donc au lieu de 2. Au lieu de 2 par la glycolyse. Donc, chaque molécule de pyruvate, donc ça fait 36. On passe de 36 à 38. Ça fait qu'on a en vérité multiplié par 18 la rentabilité énergétique. C'est un peu comme Nicolas. Oui, de 2 à 38, c'est ça. De 2 plus 36 égale 38. Ouais. C'est un peu comme si je te disais, maintenant, j'ai un moteur qui consomme 18 fois moins. Au lieu d'avoir 9 litres au 100 km, tu n'en consommes plus 0,05. Et là, on sent après du détroit d'Ormuz. Tu comprends ? Ok, donc c'est vraiment en fait une prouesse de performance en termes de consommation qu'ont fait ces bactéries pour devenir ce qu'on appelle... de rentabilité énergétique. Okay. Donc là, ça ouvre la voie de tous les possibles. À partir du moment où tu as autant d'énergie à ta disposition, tu peux commencer à créer, à imaginer, avoir des projets. Et donc, en même temps, dans les abysses océanes froides, certaines cellules commencent à s'organiser, à évoluer. Ça, bon, le scénario n'est pas encore et ne le sera jamais probablement compris avec précision, mais il y a des cellules qui commencent à organiser leur matériel génétique dans un noyau. C'est la naissance de ce qu'on appelle les eucaryotes, alors que
avant, les bactéries, les cyanobactéries, sont des prokaryotes, elles n'ont pas de noyau. Donc finalement, comme le matériel génétique est quelque chose de fondamental, puisque c'est toute l'information, il y a une décision de le protéger dans une vésicule qu'on appelle le noyau cellulaire. Et ces cellules, elles n'avaient comme source d'énergie que la glycolyse de molécules d'ATP par molécule de glucose. Et puis, elles voient ces petites bactéries qui ont une pêche de ouf. Et donc, il y a une négociation en disant, écoute, toi, tu es toute petite, un jour, tu vas te faire bouffer. Viens à la maison, rentre, hein, tu fais le même taf, le même travail. Mais par contre, nous, on te donne à manger. On te donne tout ce dont tu as besoin. Et donc, la petite bactérie accepte, elle rentre, elle se fait phagocyter, elle se fait gober. Généralement, la phagocytose, c'est une méthode par laquelle les cellules unicellulaires se nourrissent. Elles vont gober les particules, les entourer, les fusionner avec un petit estomac intracellulaire qu'on appelle le lysosome, et puis on récupère les nutriments. Et là, il y a ce qu'on appelle une phagocytose non suivie de digestion, hein, et on va parler d'endosymbiose. Donc finalement, maintenant, alors la preuve indirecte, évidemment, que le scénario que je te raconte est probablement réel, c'est que la mitochondrie, elle a une double membrane. Une membrane externe qui a la même composition que la membrane de la cellule eucaryote, et une membrane interne qui a la même composition que la membrane des bactéries contemporaines. Une des caractéristiques, c'est que ces membranes n'ont pas de cholestérol. Okay. C'est un désavantage parce que le cholestérol est extrêmement important pour avoir une fluidité optimale. Il faut oublier cette notion fausse que le cholestérol est une molécule dangereuse. Le cholestérol est une molécule essentielle à la vie. Et je ne sais pas encore, je vais faire des recherches, ce que veut dire le mot mitochondrie. Hein, mais il y a probablement une signification probablement par rapport aux différentes syllabes qui ont été collées les unes par rapport aux autres. La mitochondrie, première mission, alors tu dois savoir que toute centrale d'énergie n'est pas 100% efficace, qu'il y a des déchets. Hein. Quand tu as ton moteur, il envoie des gaz d'échappement. La respiration cellulaire, c'est l'inverse de la photosynthèse. La respiration cellulaire, c'est C6H12O6 de glucose, plus 6 molécules d'oxygène, donne 6 CO2, qui était à l'origine de la photosynthèse, plus 6 molécules d'eau, plus 36 molécules d'ATP. Okay. L'ATP, c'est en fait une partie de l'énergie du Soleil qui a été accumulée dans les liaisons carbone-carbone grâce à la photosynthèse. Donc d'ailleurs, quand tu roules en voiture avec des carburants thermiques, hein, avec des carburants fossiles, le pétrole, tu roules avec l'énergie du Soleil il y a plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années. Hein. Qui est venu se mettre dans ce carbone qui est libéré. Qui est venu se mettre dans les liaisons carbone-carbone des hydrocarbures. Donc voilà, tu roules au Soleil qu'ont vu les dinosaures peut-être. Hein. C'est chouette, hein. Ouais, c'est fou. Donc, le problème, c'est que les mitochondries, quand elles fonctionnent bien, elles produisent beaucoup d'ATP, peu de déchets, mais parfois il y a des petits ratés, et les ratés, ce sont des molécules toxiques qu'on appelle les radicaux libres. Okay. Voilà. Et donc, ces radicaux libres, en fait, il y a un fond de radicaux libres qui s'accumulent et qui peuvent, s'ils n'étaient pas détruits, conduire à la destruction de la cellule. Donc, à un moment donné, il a fallu trouver une parade. C'est-à-dire de produire des systèmes anti-feu, antioxydants, puisque les radicaux libres vont oxyder, on peut faire le feu. Et donc, il a fallu créer des systèmes pour détruire dès leur genèse les radicaux libres. Systèmes antioxydants. Pour pouvoir bénéficier de... Hein, c'est un peu comme quand tu as ton moteur, ben, tu dois mettre un radiateur, sinon ça chauffe, etc. Et également, tu dois... aujourd'hui, maintenant, on met des filtres anti-poussière, etc. Hein, voilà. Donc, la cellule a mis au point des systèmes antioxydants. Le processus dont je te parle, l'endosymbiose, s'est passé, on estime, à 1,3 milliard d'années. Okay. C'est 1,3 milliard d'années. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Hein. Tu peux t'imaginer ce qui se passe sur une vie d'un homme qui représente quelques millisecondes sur cette histoire. Eh bien,
la mitochondrie s'est vue attribuer de nouvelles fonctions. Première fonction importante, contrôler le taux de calcium dans la cellule. Le calcium est un minéral fondamental à la vie parce qu'il intervient dans beaucoup de réactions qui sont liées à la réponse de la cellule à la demande. Par exemple, la contraction musculaire est dépendante du calcium. Pas de calcium, pas de contraction musculaire. La communication d'un neurone, le transport de l'information le long des nerfs, des axones, dépend du calcium. Donc la mitochondrie se voit confier la mission de contrôler le calcium. La mitochondrie se voit également donner la mission de participer de manière prépondérante à la synthèse des hormones stéroïdiennes. C'est-à-dire le cortisol, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, l'aldostérone, à partir de cholestérol d'ailleurs. La mitochondrie se voit donner la mission également de détoxifier l'ammoniac, qui est un déchet de la gestion des acides aminés qui peut être toxique et elle va contribuer à la transformer en urée. La mitochondrie se voit également la mission de pouvoir décider du suicide de la cellule, l'apoptose, la mort propre. Parce que parfois, s'il y a trop d'agents oxydants, trop de radicaux libres, il y a un risque que ces radicaux libres aillent dans le noyau, fassent muter l'ADN, et l'ADN pourrait conduire à la genèse notamment d'un cancer. Donc quand il y a le feu dans la cellule, la mitochondrie peut décider, allez, les enfants, on se tire parce qu'on devient un danger pour nos sœurs voisines. Et dans certains endroits particuliers, les mitochondries se voient confier des missions spécifiques, notamment la gestion des neuromédiateurs. Voilà. Donc, à un moment donné, évidemment, en vieillissant, nos mitochondries sont de moins en moins performantes. Elles vont produire moins d'ATP et plus de déchets. Comme une voiture, à un moment donné, elle tire moins, mais par contre, derrière, il y a celui qui vous suit, il est intoxiqué tellement que... on a déjà vu ça, les vieux tacos. Voilà. Eh bien, avec le vieillissement, on a... Alors, ça, une chose importante que tu dois te rendre compte, Nicolas, c'est que ton corps contient 10% en poids de mitochondries. Donc, c'est des milliards de milliards. Quand tu as 100 000 milliards de cellules, chaque cellule contient entre 1000 et 3000 mitochondries. Donc, ça fait une quantité de mitochondries de ouf. Rien que le cœur contient son poids, 40% du poids du cœur, ce sont des mitochondries. Donc, le métabolisme du cœur oxydatif est extrêmement important. Le cerveau a également énormément de mitochondries qui sont très actives. 20% de l'oxygène est consommé par le cerveau. Et chez un individu de 70 kg ou 70 kg, car je parle le belge et le français, bilingue, eh bien, le poids du cerveau, c'est 2%. Donc, tu vois, il y a une activité métabolique. Donc, les mitochondries sont extrêmement actives et leur carburant privilégié, c'est le glucose. Au cours de l'évolution aussi, les mitochondries ont réussi à utiliser d'autres carburants beaucoup plus énergétiques, notamment les acides gras. Tu dois savoir que quand tu brûles 1 gramme d'acide gras, tu génères 2 fois plus d'ATP que quand tu brûles 1 gramme de glucose ou carbohydrate. Et pour ça, il a fallu inventer des transporteurs qui amènent le charbon, les acides gras, dans la fournaise mitochondriale. Et ceci est un acide aminé conditionnellement essentiel qu'on appelle la L-carnitine, qu'on produit nous-mêmes, mais suffisamment pas assez. Et comme tu l'entends, carnitine, il y en a énormément dans le muscle rouge, dans la viande rouge. Donc voilà. Alors, donc pour... il va amener justement ces acides gras dans les mitochondries. Pour pouvoir être brûlés, découpés. Et tout ça expliqué dans le livre, bien sûr. Et donc, j'invite vraiment tes auditeurs à sauter sur ce livre qui est disponible dans les meilleures librairies, et sur les réseaux de distribution. On mettra le lien en description. Absolument. Parce que je pense que, pour moi, c'est un livre fondamental pour comprendre d'où on vient et pourquoi, aujourd'hui, la population humaine va si mal au niveau santé. Oui, qu'est-ce qui se passe du coup justement aujourd'hui avec ces mitochondries ? Eh bien voilà, Nicolas. En fait, je vois que je parle beaucoup, mais c'est très bien. L'histoire elle continue. Vous pouvez continuer. Je pense qu'ils préfèrent vous écouter vous que moi, donc.
Donc, à un moment donné, voilà, pour toute une série de raisons qu'on va lister, bien sûr, les mitochondries commencent à produire moins d'énergie et plus de toxines. Et à un moment donné, quand il y a une balance, quand il y a un switch, quand l'ensemble du parc mitochondrial est déficient, de mauvaise qualité, produisant beaucoup de toxines et peu d'ATP, eh bien, ça crée le lien des maladies chroniques et du vieillissement accéléré. Car, comme tu sais, le vieillissement est lié à 2 réactions biochimiques importantes, le stress oxydant, on rouille, et le stress glycant, on caramélise. Il y a un lien étroit entre la santé du parc mitochondrial et notre capacité à gérer le métabolisme glucido-insulinique. Plus tes mitochondries sont déficientes, et moins tu vas pouvoir utiliser le glucose que tu manges, et plus tu vas aller vers le diabète. Donc, la mitochondrie déficiente est la première cause de diabète, syndrome métabolique, d'obésité, etc. Alors, donc, très vite, s'est mis en place un système de sauvegarde du parc mitochondrial, l'homéostasie, donc la stabilité du parc mitochondrial, en balançant 2 phénomènes. En fait, les mitochondries sont capables de se diviser. Donc, elles bougent tout le temps le long des microtubules. C'est vraiment un trafic incroyable. Et elles communiquent avec le noyau. Donc, elles ont un rôle épigénétique fondamental qu'on commence à mieux comprendre. Et donc, à un moment donné, tu as les mitochondries qui sont top, qui produisent beaucoup d'ATP, peu de radicaux libres. Et puis, tu as celles qui commencent un peu à battre de l'aile, qui produisent beaucoup moins d'ATP. Eh bien, il va se passer un processus fabuleux qui est la destruction sélective des mitochondries les moins performantes par un processus qu'on appelle la mitophagie et le remplacement par la division de celles qui sont les plus performantes. On appelle ça la biogénèse mitochondriale. Et donc, il y a toujours le même nombre et donc, on essaye d'avoir toujours le même. Une chose qui est importante de savoir, c'est que, bien sûr, au cours de l'évolution, les nouvelles fonctions attribuées aux mitochondries vont être assurées par des protéines qui sont encodées par le génome nucléaire. Et tu dois savoir qu'en fait, à l'origine, chaque humain, ses mitochondries sont exclusivement maternelles. Et c'est une raison qu'on peut comprendre parce que, en fait, les mitochondries du spermatozoïde, c'est des supramoteurs qui vont permettre au spermatozoïde de faire toute cette marche incroyable qui est la distance entre le vagin de la femme et la trompe de Sache où attend l'ovule de manière un peu calme, quoi. Et donc c'est une course effrénée où on a calculé que la distance parcourue par le spermatozoïde à l'échelle humaine, c'est la distance Terre-Lune. Donc imagine. Et les mitochondries sont d'ailleurs hyper développées et sont situés dans le moteur qui va faire agiter le flagelle. On parle de la pièce intermédiaire. Quand ils arrivent, celui qui arrive, ces mitochondries sont grillés. Et donc, ce serait catastrophique qu'elles participent au parc mitochondrial du futur enfant. Donc, alors, le génome mitochondrial, il a l'information 13 gènes pour 13 protéines, qui sont des protéines pièces maîtresses de ce qu'on appelle les moulins à protons, qui sont les systèmes qui vont permettre de transformer l'énergie des électrons qui étaient dans les liaisons carbone-carbone des acides gras ou du glucose en ATP. Un processus qui est bien décrit dans le livre. On n'a pas le temps dans ce genre d'expliquer. OK. Mais toutes les nouvelles fonctions sont dépendantes des protéines qui viennent du noyau cellulaire. Et donc là, il y a une responsabilité 50% la maman, 50% le papa, puisque les gènes nucléaires sont tous en double, une copie paternelle, une copie maternelle. OK. Alors, le problème, c'est que si la première source de radicaux libres, ce sont les mitochondries. Okay. Et donc, tu vas vite comprendre qu'il va y avoir un cercle vicieux. L'ADN mitochondrial, il est très fragile, il est archaïque. Il n'est pas protégé par une gaine qui est présente dans le génome nucléaire, qu'on appelle les histones. Okay. Et d'autre part, il n'y a pas le système de réparation d'ADN dont le génome nucléaire bénéficie. Et donc, si
tu as beaucoup de radicaux libres dans la mitochondrie, tu vas altérer les plans pour former ces pièces, ces protéines originales. Okay? Et donc, tu vas avoir des défauts, tu vas avoir plus d'électrons qui vont créer des radicaux libres. Donc, et donc, tu as un cercle vicieux qui s'installe jusqu'à un point où ces radicaux libres vont aller muter le noyau. C'est là, éventuellement, qu'il sera nécessaire et bon que la mitochondrie déclenche l'apoptose. D'accord? Donc, à un moment donné, il va y avoir une altération globale du parc mitochondrial, et plus ton parc mitochondrial est affecté, et plus tu vas vieillir rapidement, et plus tu risques d'avoir des maladies dites chroniques de civilisation. Alors, la mitochondrie, pour bien fonctionner, tu as compris, maintenant, elle dépend de ce que la cellule lui fournit. Maintenant, elle ne sort plus, donc elle ne sait plus aller manger. Okay? C'est la cellule qui doit lui apporter ses nutriments. Et donc, il y a toute une collection de molécules de nutriments qu'il est indispensable d'apporter à la cellule. Sinon, à la mitochondrie. Okay? Alors, il faut, par exemple, du sélénium, il faut du glutathion, il faut du coenzyme Q10, il faut de la vitamine A, la vitamine E, il faut du cuivre, du fer, il faut de l'acide alpha-lipoïque, il faut des acides gras oméga 3. Et donc, à partir du moment où, par ton alimentation, c'est-à-dire parce que tu manges, tes cellules ne sont plus incapables de leur fournir, eh bien, tu fragilises la mitochondrie, et là, elle risque de produire plus de radicaux libres que d'ATP. Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est que l'altération de notre alimentation, qui est très pauvre en micronutriments, okay, fait que notre parc mitochondrial se dégrade plus rapidement qu'il ne devrait. Et ceci va être à la base, notamment, des maladies métaboliques et tout ce qui s'ensuit. Okay? Notamment la maladie neurodégénérative. Toutes ces maladies sont des maladies qui commencent par une altération du parc mitochondrial. Les mitochondries également sont très fragiles et elles sont considérées comme les biosenseurs des agressions environnementales. On a parlé beaucoup dernièrement dans la presse des PFAS. Les polluants Internet, eh bien, les PFAS, ce sont des poisons mitochondriaux. Il y a toute une série de médicaments qui sont des poisons mitochondriaux. Les statines, abondamment prescrites pour diminuer le cholestérol, sont des poisons mitochondriaux. On sait pourquoi. En fait, les statines bloquent une voie de synthèse à partir d'un métabolite qu'on appelle acétate, produit par la mitochondrie, qui est à l'origine de plusieurs autres molécules, dont le coenzyme Q10, qui est fondamental pour que les mitochondries fonctionnent bien. D'ailleurs, beaucoup de patients sur statine, lorsqu'ils font un peu d'activité physique, ont des grands musculaires, et parce que les mitochondries de leurs muscles sont déficientes. L'acétaminophène, c'est-à-dire le perdolan, le dafalgan, okay, eh bien, il est un toxique pour les mitochondries parce qu'il va consommer un antioxydant extrêmement fondamental qui est le glutathion. Okay. Donc, nécessaire pour ne pas oxyder les mitochondries. Voilà, il y a beaucoup de molécules, de médicaments qui sont des poisons mitochondriaux. Certains antibiotiques qui visaient des processus spécifiques des bactéries, pour ne pas, soi-disant, altérer les cellules eucaryotes, se sont avérés toxiques parce qu'elles visaient un processus que les mitochondries utilisent toujours. Donc il y a encore une proximité importante entre mitochondries et bactéries. Et ceci me permet de faire le pont entre des informations, des découvertes récentes qui sont fondamentales, qui expliquent que nos mitochondries, elles sont dépendantes des bactéries intestinales. Il y a, à chaque moment de l'instant, il y a une communication permanente entre le microbiote et le mitobiote. Et lorsqu'on a un microbiote optimal, il y a une symphonie bénéfique, bienveillante, qui fait que le microbiote... Et on sait aujourd'hui que le fait qu'on a démontré que le microbiote était tellement impliqué dans les pathologies, notamment l'Alzheimer, notamment la maladie cardiovasculaire, est lié au fait que les mitochondries sonnent le tam-tam pour le fonctionnement optimal du parc mitochondrial. Donc il y a ce lien. Et les bactéries, vous voulez dire. Les bactéries intestinales communiquent et stimulent le parc mitochondrial. Il y a une relation. Inversement. Ah oui, c'est fabuleux. Et donc, c'est pour ça que pour avoir un bon parc mitochondrial, il faut absolument avoir un bon microbiote. OK, c'est par là.
qu'on explique tout cela. Je me permets de faire une petite parenthèse sur cet épisode pour vous dire que si vous êtes intéressé de savoir comment votre microbiote et votre cortisol peuvent interagir justement sur vos mitochondries, votre énergie, votre longévité, je vous invite à vous rendre sur notre site sym.fr, symp.fr, pour justement découvrir comment réaliser ces analyses depuis chez vous. Je vous souhaite une bonne écoute pour la suite et merci de nous écouter. Et donc, comme je disais, l'ADN mitochondrial, la mitochondrie ne sait pas bien se défendre et sera la première victime des agressions environnementales. Et puis face également les métaux lourds. Les métaux lourds sont des poisons mitochondriaux. Le plomb, le cadmium, le mercure, l'aluminium, et également tous les pesticides sont des poisons mitochondriaux. Le glyphosate est un poison mitochondrial. Et donc, on sait que notre parc mitochondrial, dans l'homme moderne, surtout occidental, est constamment agressé par des molécules toxiques qui arrivent par l'air, qui arrivent par l'eau et par l'alimentation. Okay? Donc voilà, donc ça, on sait qu'il faut absolument que nous sanifions notre environnement. Donc maintenant également, la sédentarité contribue à la dépravation de notre parc mitochondrial. Pourquoi ? Parce que en vérité, lorsque tu as des mitochondries dans un muscle, par exemple, okay, et que ce muscle se met à travailler lentement, marcher par exemple, eh bien, les mitochondries les plus performantes, c'est celles qui vont au front. Et les plus déficientes, eh bien, elles se mettent un peu en coulisses. Elles disent, allez les filles, c'est pour vous, nous on se repose. Okay. Mais quand tu vas augmenter ton niveau d'activité, là, tout le monde doit y aller. Tout le monde doit aller au taf. Okay. Même celles qui sont les moins performantes. Et celles-là, elles vont s'essouffler rapidement. Et c'est une métaphore, bien sûr, parce que l'essoufflement se manifeste par la production importante de radicaux libres. Et les mitochondries qui, lors de l'effort, vont produire beaucoup de radicaux libres, elles vont être étiquetées. Elles vont être étiquetées par un système qu'on appelle la polyubiquitination. Et cet étiquetage, plus tard, va conduire à activer leur élimination. On va dire après, on va dire les filles, celles qui ont une étiquette, venez un peu. Elles pensent qu'on va les récompenser parce qu'elles sont mis à l'effort. Et on les enveloppe par une membrane. Donc se mettre en mouvement permet de faire le tri dans et l'activité intermittente. Okay, intermittent. En fait, tu dois savoir que tout ce qui est potentiellement toxique, à faible dose, va être bénéfique pour le parc mitochondrial. Et je te raconte une réalité qui est anecdotique. Tu dois savoir que quand tu as un chercheur sur la longévité, tu ne travailles pas sur les tortues géantes des Galapagos, tu ne travailles pas sur la carpe du Nil qui vit 200 ans, tu travailles sur des espèces dont l'espérance de vie est courte, ce qui te permet de répéter l'expérience. Et les modèles, c'est la drosophile mégaloblasteur, c'est-à-dire la mouche à vinaigre, ou le Caenorhabditis elegans, c'est-à-dire le verron, le nématode. Et comprendre pourquoi on meurt nous donne plus d'informations sur absolument. Pourquoi on vit. Donc, le nématode, il a une espérance de vie de 30 ans. Et ce chercheur essayait de voir quel était l'effet de doses variables d'arsenic, sur la longévité du ver. Il s'est rendu compte qu'à la dose habituelle utilisée pour se débarrasser de ses ennemis, eh bien, il mourait instantanément. Et puis moins vite, etc. Et à un moment donné, à des doses très faibles, le nématode vit plus longtemps que ceux qui n'ont pas eu d'arsenic à faible dose. Alors c'est étonnant. Comment est-ce qu'un poison à faible dose peut augmenter la longévité ? Et ils se sont rendus compte que les faibles doses de toxines, les mitochondries qui étaient les jeunes, il n'y a pas de problème, tandis que celles qui étaient déjà en difficulté, là, elles avaient un gros problème. Donc, avec cette faible dose de poison, d'arsenic, elles produisaient beaucoup de radicaux libres et ça mimait un effort physique intense. Néanmoins, je ne conseille pas à tes auditeurs qui n'ont pas envie de faire de sport de prendre des d'arsenic, parce qu'ils pourraient se tromper de dosage et là, ça ne pardonne pas. Voilà. Et donc, évidemment. Alors, par exemple, lors de l'épidémie Covid, la protéine Spike a eu un impact majeur sur le parc mitochondrial parce qu'elle affecte la production de coenzyme Q10. Et tous ceux qui ont un Covid long, eh bien, ce sont des patients
qui ont eu une altération significative de leur parc mitochondrien. Qui, du coup, on voit des fatigues intenses. On voit des fatigues intenses, de la dépression, etc. OK ? Voilà. Et justement, par rapport à cette fatigue, aujourd'hui, il y a beaucoup quand même ce phénomène d'épuisement, de burn-out, de fatigue chronique, souvent lié à un stress. Dans le livre, je pense que vous parlez aussi de l'impact du stress, parce qu'on a parlé du stress oxydatif dans le sport, mais le stress de l'environnement aussi, quel va être son impact sur les mitochondries ? Donc le stress environnemental, directement, il touche toutes les mitochondries du parc. Le stress psychologique, qui active de manière exagérée l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, va mettre à contribution les mitochondries des glandes qui produisent ces hormones, c'est-à-dire des surrénales. Quand elles stressées, produit du cortisol, okay? Et ce cortisol va jouer un rôle extrêmement important, okay? Et on y va à tous les niveaux, mais notamment, il va augmenter le métabolisme, va libérer du glucose, et donc, finalement, toutes les mitochondries vont devoir travailler plus. Mais notamment celles des surrénales. Je te rappelle que les mitochondries des surrénales sont responsables de la synthèse de cortisol. Donc, à un moment donné, si tu sollicites tout le temps par des stress, à la maison, au travail, etc., tes mitochondries surrénales vont se fatiguer et tu vas avoir un épuisement, qui va conduire, en fait, le cortisol, c'est un peu un protecteur qui permet de tamponner le stress que tu as. Okay? C'est un peu l'airbag. Tu as deux hormones qui sont libérées lors du stress. L'adrénaline qui te permet de passer à l'action, puisque le stress, tu dois savoir que le stress chez les animaux, les mammifères, c'est une réaction qui est une acquisition d'évolution qui permet à l'individu de pouvoir sauver sa peau face à un danger et de le préparer pour fuir ou combattre. Donc ça va augmenter toute sa force, etc. Par exemple, toi, j'imagine, je sais pas, tu sautes combien, toi, en hauteur ? En hauteur ? 80 cm ? En Fosbury ou... Non, comme ça, 80 cm. Ouais, plus ou moins. Eh bien, je t'assure que si tu es dans un pré avec une barrière qui fait 1,20 m et que tu as un taureau qui charge et qui a que la barrière qui peut sauver la peau, tu vas le faire. Tu vas le faire. Pourquoi ? Parce que tes mitochondries ont dégagé suffisamment d'énergie et d'agilité pour pouvoir le faire. Et donc, si tu fais ça tout le temps, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Et donc, cet épuisement va faire en sorte que tu n'auras plus de protection parce que le cortisol est anti-inflammatoire, etc., plein d'activités. Et notamment, tu vas commencer éventuellement à grassir, à avoir du diabète. Je ne sais pas, tu as déjà vu des pauvres patients qui ont des cancers, on va terminer en leur donnant des corticoïdes, ils gonflent, parce que justement... Et donc, c'est ça parce que c'est vrai qu'on avait déjà entendu, et je crois que c'est une notion qui a déjà été exprimée sur le podcast, que lorsqu'il y a un passage, passer un certain stade de production de cortisol, il y a justement ce phénomène de feedback qui dit qu'on en a produit assez, qui ne fonctionne plus bien, et donc la production s'emballe. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi derrière on a souvent de l'épuisement ? Absolument. Et alors tu dois savoir que le magnésium, j'en parle aussi, il y a un chapitre sur le magnésium. Le magnésium, c'est un minéraloïde extrêmement important parce qu'il favorise, il facilite l'utilisation de l'ATP. En fait, le seul rôle du magnésium connu aujourd'hui, c'est de favoriser, de faciliter l'utilisation de l'ATP. Okay ? Donc, quand tu es stressé, il y a un processus qui fait que tu vas perdre par les urines, par les reins, plus de magnésium. Et donc, plus tu perds du magnésium, plus tu vas être stressé. Et donc, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Donc, le magnésium est un nutriment indispensable également pour le fonctionnement des mitochondries. Et on considère qu'il va en prendre 2 fois 300 mg par jour pour avoir ce qu'il nous faut. Ça va être un petit peu ma prochaine question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour garder son parc mitochondrial en bonne forme ou justement le repeupler C'est une très bonne question, Nicolas. Et justement, à la fin de mon livre, il y a une espèce de petit test par des questions où on va voir si tu as toute une série de symptômes. Et quand tu cocheras moins de 5 de 5A, ça veut dire que ton parc mitochondrial est bien. Quand tu en coches entre 5 et 11, ton parc mitochondrial doit être restimulé.
Et au Sud-12, il faut consulter un spécialiste. Et là, à l'occasion de la sortie du livre, j'ai créé un bilan d'investigation préventive qui s'appelle le BIP mitochondrie. On va doser tous les nutriments qui sont indispensables pour que la mitochondrie fonctionne bien. Okay, et donc là, je pense qu'il est essentiel de pouvoir, bien sûr, examiner le patient, l'interroger et de corriger tout ce qui n'est pas optimal. Et c'est bien mieux que de prendre des multivitamines parce que là, parfois, on va augmenter le taux de certains nutriments qui, trop élevés, sont toxiques. Donc, il faut vraiment... la médecine que je préconise, une médecine prédictive, préventive, personnalisée. Okay. Et donc... où il n'y a pas de marqueur de la mitochondrie en tant que telle, ou est-ce qu'il y a... c'est plutôt comprendre... écoute, on peut analyser au niveau recherche et développement la mitochondrie, notamment c'est fait en vétérinaire, on fait des microbiopsies de muscles et on peut étudier les mitochondries en laboratoire. On peut voir comment elle fonctionne, quelle est la production d'ADP, la consommation d'oxygène. Alors, un élément, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font du sport qui suivent des podcasts. Eh bien, la VO2 max, c'est le reflet direct de la santé de ton parc mitochondrien. Okay, donc, si la VO2 max est faible, c'est pour ça que Alors, tu vois, l'entraînement, par exemple, te permet de monter progressivement en VO2 max parce qu'avec le processus que je viens de te dire, en augmentant la santé du parc mitochondrien musculaire, eh bien, tu augmentes ta VO2 max puisque la respiration cellulaire, c'est l'oxygène utilisé par les mitochondries. La respiration pulmonaire, c'est ce système respiratoire qui permet d'apporter via le sang, via l'hémoglobine, l'oxygène aux mitochondries. OK ? Donc, cette VO2 max. Alors, important également de savoir que l'activité des mitochondries est intimement dépendante des hormones thyroïdiennes qui vont stimuler la biogénèse. Okay? Biogénèse mitochondriale. Une notion également importante, c'est qu'on s'est rendu compte que la vitamine D, elle est extrêmement impliquée dans la santé mitochondriale en stimulant la biogénèse mitochondriale. Okay. Et je t'ai dit, la mitochondrie, une de ses premières fonctions importantes, c'est la gestion du calcium. Et tu sais que la gestion du calcium, on sait que la vitamine D joue un rôle extrêmement important. C'est comme ça qu'elle a été découverte d'ailleurs. C'est parce qu'elle joue un rôle important dans l'absorption du calcium au niveau de l'intestin et que quand on n'avait pas assez de vitamine D, on avait plus de risque d'ostéoporose, de rachitisme et autres dysfonctionnements squelettiques. Eh bien, son rôle principal de la vitamine D, c'est de maintenir le parc mitochondrial optimal, aussi bien dans l'os qu'ailleurs. Également, les œstrogènes jouent un rôle fondamental dans l'activité de biogénèse mitochondriale. Okay? Donc, les femmes qui, dès leur cycle ovulatoire, dès la puberté, vont avoir un taux d'œstrogène extrêmement important. Ce taux d'œstrogène va jouer un rôle fondamental dans la stimulation du renouvellement. À la ménopause, lorsque le taux d'œstrogène chute, les mitochondries qui étaient habituées pour se renouveler dans l'œstrogène perdent cette capacité et il va y avoir également donc une accumulation plus de mitochondries qui sont peu performantes, c'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup de toxines et pas beaucoup d'ATP. Et c'est pour ça qu'après la ménopause, un grand nombre de femmes vont commencer à avoir un risque augmenté d'Alzheimer, de maladies et toute une série d'autres symptômes évidents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que si on prend des analogues d'œstrogène, eh bien, on peut éviter ce processus-là. Et notamment, on sait notamment que les Asiatiques qui mangent beaucoup de soja, où il y a des phytoestrogènes, la génicine, eh bien, ces femmes vont vieillir moins vite. En fait, à partir de la ménopause, sans approche complémentaire, okay, pas toutes, mais la plupart, et notamment celles qui n'ont pas, pendant leur vie, bien entretenu leur parc mitochondrial. Évidemment, si tu pars d'un parc mitochondrial déjà déficient et que tu as en plus une chute d'œstrogène, tu accélères le vieillissement. Et les Japonaises vieillissent beaucoup moins vite que les Européennes.
Est-ce que c'est lié justement à la production d'œstrogènes, ou parfois on sait qu'ils ont aussi un très bon microbiote généralement? Le microbiote. Ou est-ce qu'ils sont, en fait, voilà, c'est un tout, c'est une combinaison des choses. C'est un tout, évidemment. Les Asiatiques ont une alimentation qui est microbiote friendly, c'est-à-dire qui favorise le biose. Okay. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que la vitamine K2 qui est produite par le microbiote, et dans leur alimentation, ils mangent notamment du soja fermenté qui va apporter beaucoup de K2, un protecteur cardiovasculaire. Donc, on sait que via l'alimentation, via le microbiote, on va optimiser beaucoup de processus, et notamment, on apporte beaucoup d'antioxydants qui vont protéger les mitochondries. Oui, au final, on se rend compte que tout est très fortement lié. Écoute, tout est lié, mais tous les chemins mènent à la mitochondrie. Il y a d'ailleurs un article que je cite dans mon livre qui s'intitule « Aging, all roads lead to mitochondria ». C'est-à-dire vieillissement, toutes les routes conduisent à la mitochondrie. Alors j'anime une émission radio sur une radio française, et j'avais mis au défi les auditeurs de me donner une situation où je serais à défaut de dire que c'est la mitochondrie. J'ai eu au moins 30 questions. À chaque fois, j'arrivais à montrer que la mitochondrie était à l'origine. D'où je suis convaincu que la médecine mitochondriale est la meilleure de toutes les médecines, et que demain, lorsque ça deviendra plus dans le langage populaire, eh bien, les patients vont s'intéresser à leur mitobiote, qui est l'ensemble des mitochondries, à leur parc mitochondrial, et que ceci a un potentiel de vraiment être une solution fabuleuse pour la prévention et la prise en charge des maladies chroniques au XXIe siècle. Oui. Et toutes les actions qui mènent à améliorer son mitobiote, comme prendre en compte le stress et gérer son cortisol, gérer son microbiote qui dormir avec les mitobiotes, dormir. Pendant la nuit, les mitochondries se régénèrent, sont éliminés. Avoir un bon microbiote est fondamental. Avoir une alimentation riche en fruits et légumes bio, parce que 5 fruits et légumes dans les agroalimentaires, c'est du pipeau, ça n'apporte rien. Il faut se complémenter. Et donc voilà, je pense que la prise de conscience, c'est un peu la mission de ce livre. Ceux qui ont, comme j'écris dans l'épilogue, ceux qui n'auront pas acheté le livre parce qu'ils ont eu peur du mot, tant pis pour eux. Parce qu'il faut être curieux et pouvoir aller, parce que je pense que la solution pour la longévité en pleine santé doit absolument être... Alors on m'a reproché, pour ce qu'on appelait mitochondrie, il y a des lecteurs qui vont penser, potentiels lecteurs, que c'est quelque chose d'absolument imbuvable, que c'est ou bien une marque de voiture. On aurait dû mettre élan vital, mais moi je pense qu'il faut appeler un chat un chat. La mitochondrie mérite qu'on l'aborde pour ce qu'elle est. Et là, on part dans ce livre. Je commence par l'origine de l'univers. Je décris ce qu'est la matière. Je décris en quoi ce que la matière et l'énergie ne font qu'une, que d'ailleurs Einstein a mis en relation, E égale mc au carré. Et donc voilà. Donc je pense que c'est l'aventure de la vie, c'est notre aventure. Et ce parc mitochondrial, c'est ce qui nous garantit notre santé physique et mentale. On sait que la dépression est essentiellement liée à une altération du parc mitochondrial, maladie neurodégénérative, l'autisme, l'Alzheimer, enfin voilà. Donc aussi j'ai créé une formation, tu pourras peut-être mettre le site, mais il y a dans le livre Le QR Code, depuis cette année, j'ai créé, vu le manque de prise en compte dans les formations des médecins et d'autres professions de la perception de ce parc mitochondrial comme élément majeur de la santé, j'ai créé une plateforme certifiante qu'on appelle la Mitochondrial Academy, on mettra en lien, et qui se fait progressivement. C'est la première année. Il y a déjà pour plus de 30 heures de cours, avec bien sûr des interactions comment dire, l'interaction par Zoom où on peut répondre aux questions, etc. Enfin, ça a beaucoup de succès.
Les gens adorent. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. C'est vrai que vous aurez pu appeler ça le secret de la longévité ou autre, mais je crois que c'est bien d'expliquer ce qu'il y a clairement derrière. On parle beaucoup de longévité aujourd'hui, mais c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Et comme je dis dans mon épilogue, les mitochondries sont les graines de la vie, et la semence de la vie. Voilà, donc la semence, on la préserve et on la garde le plus original possible. Et là, vous avez quelques clés. Et beaucoup de choses sont encore à découvrir, et ce sera peut-être dans un autre livre. Merci Nicolas. Et dans un autre épisode. Merci beaucoup professeur Castronovo. On vous met tous les liens en épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes encore beaucoup à nous suivre, mais à ne pas être abonné. Likez l'épisode et partagez-le à une personne qui ferait bien de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans les mitochondries.